Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les ans, le 11 janvier, pour marquer cet anniversaire d'un acte sinistre qui a plongé l'Algérie dans les abysses de l'horreur tout au long des années 90, Algeria Watch, en général, publie des textes ou réalise des entretiens. Cette année, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Razi Idoussi, un grand ami d'Algeria Watch, qui est une personnalité publique, un homme politique algérien connu, qui est le père des réformes économiques et politiques qui ont marqué le pays au tournant des années 80-90. Il vit depuis 1991 en exil en Europe. Il a accepté de nous accorder un entretien à bâton rompu où il va parler de son histoire personnelle à travers les différents âges qu'a connu l'Algérie depuis la guerre de libération nationale jusqu'à la situation actuelle sur laquelle nous reviendrons plus en détail. Je vous remercie et je remercie Razi d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Cher Razi, quel regard portez-vous sur la période coloniale française? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période lointaine? Quelles réflexions avez-vous commencé à nourrir durant cette jeunesse adolescente? Très bien, je pense que c'est une question, c'est la plus importante. C'est celle qui date de mes 20 premières années. Les 20 premières années qui se terminent en 62. Pourquoi c'est la plus importante? Parce que pour moi, c'est la période la plus heureuse de ma vie. C'est celle où j'étais le plus stable et dans un pays le plus cohérent et dans des locaux les plus cohérents. Peut-être que ça paraît étonnant pour les gens, mais c'est important de le dire. Ça a commencé très vite, en réalité. À l'âge de 5 ans, on est en 1945. Et c'est l'âge où on apprend les chansons, les 4 ou 5 premières chansons qui vont faire la culture politique jusqu'à aujourd'hui. C'est les mêmes. Donc c'est à l'âge de 5 ans. Et quelles étaient ces dans mon chansons? quartier, c'est en arabe, c'est Fida ul Jazair, c'est Feshadi Sema. On remarque que ce ne sont pas les chansons modernes actuelles. Oh non. Voilà. Mais en fait, c'était celles-là. Et je les apprenais parce qu'on avait un facteur qui, quand il venait dans le quartier, voulait qu'on marche à côté de lui. En contrepartie, il nous donnait des bonbons. Et on marche à côté de lui en chantant. Lui, je pense que ça faisait partie de son bonheur, de l'éducation politique. Et elle commençait, donc même en dehors de la maison, elle commençait chez le facteur. Ensuite, dès 1945, c'est une période bizarre, où les gens rentraient dans la maison, ils ne disaient pas leur nom, ils venaient en cachette la nuit. On habitait à Tébessa, près du cimetière, ils venaient en cachette la nuit, repartaient la nuit en cachette. C'était des Tunisiens, des Algériens, mais tout de suite, on a eu la vocation de quelque chose d'important. Pourquoi je dis que c'est une période heureuse? Parce qu'à ce moment-là, les Algériens ont vécu. Est-ce que les gens l'ont inventé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est venu tout seul? Ils ont inventé un mode politique très important. C'est un mode politique, comme on dit aujourd'hui dans notre langage démocratique, où ce sont les gens qui s'y intéressent. C'est tout le monde qui s'y intéresse. Nous, notre quartier, la maison d'à côté, la rue d'en face, la ville d'à côté, tout le monde s'intéressait au même sujet et tout le monde débattait du même sujet. Et le débat se faisait entre des gens qui se cachent, je ne savais pas. Souvent, je ne me souviens plus. Je me souviens de 2 ou 3 personnes, mais pas plus. Les gens venaient en cachette, ils avaient la cachabia, ils dormaient là ailleurs. On comprenait à l'époque qu'ils étaient recherchés. En fait, c'était après le 8 mai 45. Voilà, c'est après le 8 mai 45. Et ça a duré, je ne sais pas, ça a duré longtemps. Un jour, déjà, on arrive au collège, on commence à connaître le racisme, on commence à diviser les Arabes d'un côté, les Juifs et les Français de l'autre.
C'était très clair, on ne se parlait pas, on savait que le pays est en situation dangereuse. Beaucoup de gens racontaient des histoires qui n'étaient peut-être pas vraies, qu'il y avait des gens qui étaient au maquis, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais le moment le plus important, ça a été Dien Bien Phu. Donc on passe à 54. On passe à 54. Le moment le plus important, ça a été Dien Bien Phu. Qu'est-ce qu'il avait d'important, Dien Bien Phu? Il avait deux choses d'importantes. Le plaisir de voir des Français perdre, aller en prison. C'était quelque chose qui culturellement est phénoménal. Ça veut dire que l'impossible arrive. Voilà ce qu'on apprend politiquement, que ce qu'on considère comme impossible arrive. Que le gendarme qu'on va rencontrer dans la rue ne fait plus peur, absolument pas, surtout pas lui. Les militaires non plus. Et on apprend ça déjà en 1954, c'était classé. Dien Bien Phu a été un moment où c'était plus la peine de démontrer quoi que ce soit. C'est une chose classée. Il ne reste plus que la patience d'attendre. Et effectivement, bon, attendre, ça vient. Ça vient du côté de Batna, pas loin de chez nous. Ça vient autour de nous, en fin de compte, dans les familles. Les gens commencent à mourir, à aller en prison, à disparaître, à revenir. Et c'est pour moi une période importante parce qu'on vivait le politique. Les Algériens étaient des gens politiques. Ils avaient une culture, ils étaient cultivés, ils s'associaient entre eux. Il y avait entre les gens des rapports extrêmement sains. Alors à l'époque, on ne parlait ni de religion, ni de rien. Mais les rapports étaient extrêmement sains entre les gens. Les gens se rencontraient. On rencontrait nous, et je le savais à la maison, des gens avec qui on n'était pas du tout d'accord. Mais ils venaient parler. D'autres qui étaient d'accord. Il y avait, je suppose, beaucoup de propagande qui se faisait pour ramener les gens à soi. Mais voilà, et cette période où l'Algérie, je le saurai plus tard, je le dirai peut-être plus tard, où avait un mode politique démocratique entre les gens et une vie saine entre les gens qui étaient en prison, qui mouraient, qui avaient faim. Vous ne sentiez pas la distinction entre PPA, UDMA Non, il y avait des distinctions, mais familiales. Voilà. Dans la famille, on savait celui qui était directement engagé, c'était le PPA. Celui qui était engagé. Il y avait deux formes d'engagement solidaire pour moi. C'est peut-être pas vrai pour les autres. Le premier, c'est un engagement religieux. Chez nous, c'était la période des ulama. C'était les gens les plus proches de Bembadis qui étaient à peu près dans la famille autour de nous. Et ces gens-là avaient une vision de ce que c'est que d'être musulman dans les rapports culturels. Comment être poli avec les autres, comment partager avec les autres, comment être calme. Et il y avait une vision politique. La vision politique de Bembadis, qui est galvaudée aujourd'hui, était très importante. Était très importante. Bembadis fréquentait les communistes qui étaient français souvent. Il parlait avec tous les niveaux. Il ne faisait pas de parti. Il y avait des idées structurales qui marchaient. On n'était pas d'un parti, on était d'un mouvement populaire, là qui était important. Et c'était aussi un mouvement populaire. Ça, c'était une vision. La deuxième vision, c'est la radicalité. Bon, il y avait entre nous des gens radicaux et des gens pas radicaux. Bon, la radicalité, c'était que ceux qui n'étaient pas comme nous, qui n'étaient pas des PPA, qui n'étaient pas engagés, déjà dans une vision de confrontation, même armée. Ces gens-là, bon, on savait que ce n'était pas nous. C'était clair. À midi, des fois, on en parlait à table. Les jeunes, les vieux se disputaient entre eux. Mais c'était clair. Votre père était déjà syndicaliste cheminot. Mon père, à l'époque, était
syndicaliste, ancien syndicaliste, qui avait rompu avec la CGT comme tous les Algériens de l'époque. Il était dans l'association des ulama, c'est-à-dire la gestion des médersas, hein, c'était uniquement dans les problèmes de gestion. Et il était en même temps PPA, puisqu'il avait d'intéressant, c'est qu'il avait une vision de ce que c'était les rapports de classe. Et ça, c'est important, qui ont disparu. À l'époque, il y avait 2 classes en Algérie. On n'avait pas honte de dire il y a la classe des riches et la classe des pauvres. Et il y a ceux qui sont avec les pauvres et ceux qui ne sont pas avec les pauvres. Et ça, c'est le premier clivage, en fait. Il n'y avait pas des noms de partis, il y avait des clivages riches-pauvres. Et des clivages, allons-nous à des élections ou n'allons-nous pas à des élections? Voilà comment ça se partageait. Les Algériens qui ne voulaient pas aller à des élections. Et les Algériens qui voulaient aller à des élections. C'était aussi 2 classes séparées. Parce que ceux qui croyaient dans les élections, hein, c'était la fameuse période où Ben Badis avait trouvé le mot de Ras Louise. Oui, voilà. Le parti et les élections, c'est Ras Louise, c'est pas... C'est un exercice vain. Voilà, les débats politiques, c'était déjà ça. C'était pas d'élection, il faut lutter, et il faut qu'il y ait une lutte de masse. Mais il faut être tout à fait propre avec les gens. La corruption, c'était quelque chose qui était absolument très mal vu. Moi, j'étais au lycée, et au lycée, tous les jours... Dans quel lycée vous étiez, Siraz? C'était le lycée de Constantine. Oui. Lycée d'Aumale. Lycée d'Aumale, oui. Maintenant, il s'appelle, je crois qu'il a pris un autre nom. Voilà. Et Reda Houhou, qui faisait partie de l'association des ulama à l'époque. Et donc, ceci a fonctionné jusqu'en 58. 57, 58. On commençait à percevoir chez les gens qui étaient dans l'action du FLN, comme on l'appelait. Les militants, les activistes. Des gens qui étaient actifs. On sentait que ça allait mal. Ça commençait à aller mal. On voyait des scènes inimaginables auparavant. Du type, moi je ne suis pas d'accord avec le colonel. Les premières dissensions On commençait à savoir qu'il y avait des dissensions, mais on ne savait pas d'où elles venaient. Et on n'avait pas une idée de qui était là-dedans. On ne s'imaginait pas d'ailleurs que les gens du FLN étaient dedans. C'était aussi, on se disait, c'est peut-être des infiltrés. En fait, voilà. On n'avait pas des consciences tout à fait ouvertes, mais ça commençait à aller mal parce que c'est la période où on m'a dit c'est terminé. Tu dois t'occuper d'autre chose. Et je n'ai pas écouté. Ce qui se passait, c'était après les grèves et après la mort de Abel Ramzan. Mais on ne savait pas que le FLN l'avait tué. Pour nous, il est mort. Hein. Et pour nous, c'est le colonialisme qui l'a tué. Il y avait pas, c'était très clair. Voilà à peu près comment, si vous voulez, la première partie, la plus belle, se termine. Elle se termine par l'idée que ça ne va pas, et c'est le moment où j'ai fini mes études. C'est le moment où on me dit d'aller en France. Vous finissez vos études secondaires. Secondaires. 1958, et 59. Voilà, non, 58, c'était secondaire, et puis Matsup, c'était à Alger. Au lycée Bugeaud. Au lycée Bugeaud, voilà, oui, très bien. Et c'est le moment où, pratiquement, c'était choquant d'ailleurs. Il fallait peut-être aller en France ou pas. Et bien sûr, mon père me disait d'y aller, de terminer mes études, que c'était terminé, que c'était même pas la peine d'y penser. C'est le moment choquant. Hein. Et il me dit, je te donne mes adresses de mes copains de France que tu vas aller voir en arrivant. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est terminé. Alors, 58, 59, rien n'était précis.
les gens militaient toujours, mais pour eux c'était terminé. Je me souviendrai toujours à Alger, j'étais à Bugeaud quand il y avait les premières manifestations à Bellecour, où les gens qui ont organisé la manifestation, c'était la fin du FLN, hein. On venait d'en tuer beaucoup, des nouveaux, qui disaient oui, on le fait parce que les gens le veulent. Les gens veulent sortir et veulent montrer que les Français ont perdu de toute façon. Mais c'est tout. On ne disait pas plus. C'était très, très, très difficile, il faut comprendre ça. On ne disait pas pour avoir l'indépendance. C'était quelque chose qui était devenu secondaire. Non, c'est beaucoup plus grave. Ah, elle n'allait pas nous rendre heureux. C'était clair. C'était clair. Et effectivement, je pars en France. Avec les adresses que j'avais, je me retrouve tout de suite engagé dans... Forcément, fallait pas se douter, c'était les gens de Constantine qui étaient à 80% déjà à Fresnes, en prison, et 20% dans les moments de résistance qui étaient liés aux Français, qui se cachaient partout. Bon, ils m'ont engagé, pas pour des choses terribles, ils m'ont engagé pour l'écriture déjà à l'époque. Vous voyez, c'était... Et pour l'écriture, et les rapports avec Tunis. Et c'est là où on commençait à découvrir avec eux, avec des gens qui étaient en prison, la vérité de ce qui se passait. Parce que eux vivaient en même temps avec ce qu'on appelait les 5 grands détenus. Voilà, ils vivaient avec eux, ils savaient qui ils étaient, ils savaient ce qui se passait. Vos contacts étaient en relation avec... Ah oui, les contacts de Fresnes voilà. et de France d'ailleurs. Hein, à l'époque, ça s'appelait la Voie communiste à l'époque. Étaient en rapport avec eux et eux nous disaient clairement ce qui se passait parce qu'ils étaient très proches des dirigeants. Donc vous sentiez déjà les conflits c'était au sommet des appareils du FLN à Tunis. C'était clair que pas celui de Tunis, peu vaguement, celui qui était en prison. Donc entre Aït Ahmed, Boudiaf, tout ça, et Ben Bella et Khider. Oui. Et on savait très bien, bon, les Constantinement me disaient, tu sais, Boudiaf est bien, mais pas les autres. Je savais rien, hein. J'étais dehors. On ne me disait pas grand-chose de Tunis, mais l'information viendra aussi. Parce que faisant des rapports vers Tunis, à partir des gens de la Voie communiste d'ailleurs, j'avais des rapports avec Tunis elle-même, et on avait des rapports avec Fanon, exactement, qui écrivait avec lui et avec toute la rédaction, le comité de rédaction de l'Moujahid. Et déjà, le ton était différent. Autant le ton de Fanon, c'est tout se passera après. Pour le moment, rien ne se passe. N'attendez rien d'ici. C'était aussi complémentaire de ce qui se passait, mais vaguement complémentaire de ce qui se passait en prison. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, pour revenir à ce qui me concerne, il y avait une chose qui était claire, j'étais plus FLN, en fait. J'appliquais les ordres, mais d'ailleurs des mauvais ordres, puisque j'ai été condamné par la fédération à 2 reprises pour indiscipline. Mais je n'y croyais pas. Je me disais, ce parti unique ne rapportera rien à ce pays, parce que l'idée générale qui était restée pour moi, et déjà en 60, c'est que tant qu'on avait un parti unique, ça n'allait pas marcher. Bon, comment ça se clôture cette triste période, qui était très belle jusqu'en 58, qui est devenue très problématique. La clôture claire, ça sera le congrès de Tripoli. À ce moment-là, on n'a plus besoin de dessin. On a vu comment ça se passe.
On a vu la grossièreté des personnages qui se disaient les dirigeants du FLN. On avait comment ils couraient de voiture en voiture, on avait comment ils se préparaient à Alger. C'était terminé. Et c'était terminé sur deux idées, plus de congrès, plus de parti unique, il faut penser à autre chose. Et en fait, c'est l'idée centrale qui restera de cette période, que je n'oublierai pas. Il restera l'idée centrale, plus de parti unique, plus de ce mouvement centralisé. À l'époque, d'ailleurs, les informations étaient assez mauvaises, parce que je croyais que c'était un parti syrien. Et comme c'était loin, on a vu ce congrès, on se dit c'est le Ba'ath, ça, c'est pas les Algériens. En fait, vous voyez ce qui se passait un peu dans notre net, c'est pas notre culture, ce qui se passe, c'est celle du Ba'ath. Bon, après, on saura bien que c'est pas le Ba'ath, c'est nos jeunes. Voilà à peu près la période coloniale. Elle se termine à ce moment-là, je finis mes études et je rentre. Vous rentrez juste à l'indépendance? Ah, je rentre juste... Ah non, je finis en 65. Ah oui, vous finissez bien plus tard. Ah oui, non, c'est terminé. Hein. Ouais. Jusque-là, c'est terminé, je ne m'occupe pas du tout de ce qui se passe. Il y a eu Bourdieu qui est passé, parce que les gens passaient à Paris quand même. Oui. Ça ne m'intéressait pas, malheureusement. Tant qu'on parlait de parti, je sortais. Voilà, en gros... C'était peut-être iconoclaste, mais c'était comme ça. Mais votre regard sur Ben Bella Ah non, aucun intérêt. Aucun intérêt, mais ça c'était clôturé en prison. Les informations étaient claires. Il y avait le seul intérêt qu'avaient gardé les Constantinois de prison, c'est Bourdieu. Le reste... Le reste. Il faut dire aussi que, peut-être que je voyais mal les choses, les Constantinois de prison étaient quand même tous des gens difficiles dans le FLN, déjà à l'époque, déjà dans l'organisation. Ils étaient critiques. Mais moi, j'étais critique aussi. Mais ma vision était peut-être un peu plus construite. C'était le parti unique, pas de parti unique. Voilà. Fait que les Algériens retrouvent quelque chose comme le congrès de la Soumam, c'est-à-dire que des gens se réunissent entre eux. On l'appelait comme on l'appelait. Il faut dire qu'à l'époque, on était aussi très informés de ce qui se passait comme crise en Europe, parce qu'on fréquentait nous-mêmes les Français surtout, un peu les Belges. Donc vous assistez à l'entrée de l'armée des frontières à Constantine Non, oui, bien sûr, j'ai mes copains. Alors, mes copains arrivent armés, ils avaient des jeeps. Ils venaient de Tunis, ils étaient armés, ils étaient bien, ils étaient fiers. Mais c'était plus mes copains, en fait. Dès la première minute, qu'est-ce que tu fais là? Il était heureux d'être homogène. C'était choquant, hein, la division, la séparation entre le système, qui sera ensuite le gouvernement, et les gens est totale. Et immédiate. Immédiate. C'est-à-dire, mon meilleur ami arrive des frontières, et dès qu'il me parle, je ne lui parle plus. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, parce que tu viens des frontières. C'était irrationnel, c'était comme ça. C'était... et je crois que c'est le mot juste, c'est la séparation. Il y a une séparation entre le régime et les gens. Et à partir de ce moment-là, les Algériens sont dehors. Donc, y compris quand vous revenez en 65, à la fin de vos études, est-ce que, il y a le coup d'État. En 65, j'ai eu une chance. Je suis revenu 15 jours, je crois, ou une semaine avant le coup d'État. J'ai eu une chance, il y avait Chirtemem, je viens des noms maintenant, qui était au plan, qui était à l'époque patron du plan. Il nous avait réunis, déjà à Paris, et il nous a dit, voilà, on m'a donné vos noms. C'est vrai, c'est français, on m'a donné des noms, des gens qui étaient capables de s'occuper de planification. Bon, comme j'étais à l'INSEE ici, on lui avait donné mon nom. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, c'est très facile de s'entendre avec lui. Abdelmalek Temam était un homme très généreux. Très facile de s'entendre avec lui. Et sa vision, ça m'avait frappé au premier repas. Lui, il était au congrès de la Soumam. Il était acteur.
Et donc il a reproduit pratiquement ce qu'on supposait nous par un acteur. Donc, si vous voulez, il y avait toujours un engagement. L'engagement était facile, j'ai dit oui, je rentre. Je suis rentré la semaine où les chars étaient autour du palais du gouvernement. Ouais. J'ai traversé les chars, j'ai été au palais du gouvernement. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ça ne m'intéressait pas beaucoup, ce n'était pas important pour moi. Le coup d'État n'était pas... Non, pas du tout. Pour moi, les gens qui étaient à Tripoli doivent disparaître. Tant qu'ils sont là, qu'ils soient Bembella, après Bembella, des militaires, des cousins, c'est les mêmes. C'est le même personnel. C'est les mêmes, c'est le système. Pour moi, c'est un système. Hein. J'en veux pas à X ou à Y. Oui. Pour moi, tout ce système doit disparaître. Et ce système, c'était la réunion du parti de 1964. J'étais étudiant. Oui. Le premier congrès de la Charte d'Alger. Là, j'étais quand même étudiant. Bon, toutes ces choses-là, ça ne pouvait pas vous intéresser. Ça ne m'intéressait pas du tout. Bien sûr, il y avait des débats. Et il y avait des débats qui venaient des frontières. Un militaire, c'est mieux qu'un civil. Il y avait des gens... Ça s'installe déjà dans la tête de... Ce débat-là. Il y avait les débats de ceux qui n'étaient pas communistes, ils étaient un peu trotskistes. D'ailleurs, c'est sympathique. Hein. Beaucoup d'Algériens étaient beaucoup influencés par les visions des trotskistes de l'époque, qui étaient d'ailleurs autour du gouvernement. C'est intéressant comme vision, qui disait non, c'est pas possible comme ça. C'est pas possible, voilà, de faire un parti comme ça. C'était quand même Trotsky qui parlait, hein, et qui parlait en Algérie. Bon, mais c'était sympathique quand même. Mais en dehors de la discussion avec eux, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Bon, pour nous, ça doit disparaître. Oui. Et ce qu'on a fait, au plan, c'est intéressant parce que Temam nous laissait faire ce qu'on voulait. On a constitué quand même une équipe de quelques personnes et on était engagés sur une seule chose, en fait. Ramasser le maximum d'argent pour le service public. Et puis le reste, ça ne nous intéressait pas en fin de compte. En fin de compte, le plan servait à dire ça reste à l'école, ça reste au logement. Malheureusement, ça ne veut pas dire que c'était efficace. Hein. Ça ne veut pas dire que c'était efficace, mais on mettait le maximum au service public en attendant de voir venir. Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre dans ce système. C'est un système un peu nazi, c'est-à-dire une direction très centralisée, autoritaire, militaire, qui en même temps essayait d'avoir du droit ou de la politique économique. Donc il acceptait qu'on mette de l'argent dans le service public, tout en étant... Si vous voulez, le peuple n'existe pas. Mais eux, dans leur on appelle mafia aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, maintenant on ne parle plus d'à l'époque, eux avaient cette double réalité. Une dictature, avec son armée, avec sa police politique, et une politique économique qu'ils voulaient bien laisser gérer par certains, dont le plan. Ça ne veut pas dire qu'ils écoutaient. Mais déjà, on participait à cette politique qui sera appelée la politique de Boumedienne après, pendant longtemps. Les plans quadriennaux. Voilà, c'est ce qu'on appelait la politique de Boumedienne qui durera jusqu'en 80. Vous avez été actif dans l'élaboration des plans? Ah oui, dès le premier. Dès le premier plan triennal. Dès le triennal, voilà. Triennal, les deux quadriennaux. La bagarre sur l'argent. On a eu des moments tristes, hein, si vous voulez qu'on en parle de 2 minutes. C'est quand même une direction donc un peu nazie qui s'occupait de l'économie. Mais c'est des nazis qui dirigeaient l'argent que nous, on programmait. Donc si vous dites, je mets 30% de mon argent dans l'industrie, c'est un nazi qui dirige les 30%. Alors comment il les dirige ? Il nomme des DG. À l'époque, ça s'appelait des PDG, je crois. Des sociétés nationales. Alors,
les mots viennent, vous voyez, c'est équivoque, on ne sait pas si c'est des communistes ou si c'est des hitlériens. Donc on nomme des sociétés nationales avec un chef des sociétés nationales et eux, ils gèrent comme ils veulent. Donc c'est pour ça que je vous dis, on donne de l'argent, mais après, il est géré par ces gens-là. Ça, dans l'industrie, ce qui fait beaucoup. Pire dans l'agriculture. Pire, on nomme des gens qui gèrent les comités de gestion, c'est-à-dire, je ne sais plus combien, 80% des surfaces agricoles. Je rappelle quand même la réalité, c'est que nous, on était au plan chargé d'élaborer une politique économique, puisque le système était incapable d'élaborer une politique économique, même mauvaise, on l'élaborait nous. Et le régime, qui est un régime totalitaire fasciste, qui s'en fichait royalement de l'économie, en fait, qui s'en fichait même des gens. Il faut bien comprendre la chose, c'est que entre, je ne veux pas citer les gens, mais entre des dirigeants de l'époque de Boumediene, de l'économie, et ce que nous faisions, nous, économie, il y a une différence totale. C'est-à-dire qu'il y avait une divergence entre Blaïd Abdeslam, qui était nous, le voilà, ministre de l'Industrie, voilà. et l'équipe du plan, voilà, et nous. Voilà. qui était dirigée, je me souviens, par Temam, par d'abord. Ensuite, Temam est parti, mais en fait, c'est la même équipe. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est restée, qui faisait le plan qu'elle voulait. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que pour le ministre, il est très simple. C'est très bien de nationaliser. Il n'y avait pas de problème. Pour lui, c'était cohérent. L'autoritarisme, c'est celui-là. Ça m'appartient, donc c'est bien. Voilà la vision de leur économie. Cette économie nous appartient, c'est bien. Forcément, on va connaître la première crise en 1971. C'est comme ça, entre 65 et 71, on n'avait pas beaucoup d'argent. On donnait, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis d'un coup, le prix du pétrole monte. 73. Même avant, 71, 72, 72, le prix monte. On commence à découvrir qu'on peut faire doubler ou tripler le budget. Si on nationalise, on peut le faire. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Pour eux, ce n'est pas une bonne action. C'est d'avoir les moyens de montrer qu'ils peuvent élargir, je veux dire, leur base de production, qu'ils appellent socialiste d'ailleurs. Donc pour lui, ça va de soi. Si on veut nationaliser, nous on dit oui, vous pouvez nationaliser au plan. Nous, au plan, on emmène les Russes. On emmène Baybakov à l'époque, qui dit oui, il faut nationaliser. Il dit c'est très bien. Vous voyez l'incohérence. En même temps, on appelle les gens qui étaient collectivistes par nature, comme les Russes, on nous appelle, nous, qui voulions développer le secteur public, et on en fait autre chose. Et cette autre chose va se voir, alors je ne veux pas me tromper, le premier plan quadriennal, je crois, a été déjà voté. 1 an après, le prix du pétrole monte, et il y a la réunion entre le plan et le gouvernement pour dire, puisque le prix a monté, on élargit le programme d'investissement. Et là, on a eu une première difficulté qui était monétaire, qui n'était pas du tout... On a expliqué à Boumediene que gonfler le budget des sociétés nationales pour des pertes, c'est fabriquer de l'inflation et appauvrir les gens. Oui, bien sûr. Donc on est rentré dans une vision sociale de son travail. Et là, il a dit, ça m'est égal. Vous dites des bêtises, je le fais. Et je me souviens d'une anecdote que je citais d'ailleurs dans un livre, où il reçoit une note de Mohamed Salem, d'ailleurs, lui disant que j'étais un communiste. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et là, il me dit, pourquoi Staline ne l'a-t-il pas fait? C'est comme ça. Et là, c'était... Vous voyez, vous êtes toujours en train de vivre ce monsieur qui vient de Tripoli.
pour moi, c'était comme ça. C'était peut-être méchant de ma part. Mais pour moi, il vient de Tripoli, cet homme-là. Et je lui dis, vous n'êtes quand même pas Staline. Voilà la réunion sur l'économie, la première et la dernière. Il a levé la séance et ça a été la dernière. Voilà, ça s'est arrêté comme ça, en fait, l'économie. À partir de ce moment-là, on faisait des batailles de seconde zone. C'était fini. C'était entièrement les sociétés nationales, entièrement le monopole du commerce extérieur, qui n'avait rien à voir avec les sociétés nationales, qui est le lieu de la corruption, puisque c'est le lieu des avantages, des privilèges. Et c'était l'inflation, évidemment. En même temps, il y avait ces trois éléments qui vont jouer ensemble. La corruption par le commerce extérieur, des PDG qui, de mon point de vue, ressemblent plutôt à des capots, et une population qui était de plus en plus dans l'inflation et dans la pénurie. Voilà. Voilà l'économie, comment elle va se développer jusqu'à la maladie de Boumediene. Et la création d'une base industrielle, tout ça, Ça, non. elle va disparaître. Mais non, mais aussi vite. Non, mais c'est ce que disent les turiféraires du non, boumedienisme. les sociétés nationales, c'est un creux de déficit budgétaire. Le budget paye. Les PDG n'ont aucune culture politique. D'où ils viennent? Quelle est leur culture sociale? Ils ne savent même pas ce que c'est. Vous demandez au PDG de Annaba ou de Tlemcen, j'oublie leur nom, ou de Mascara, où on installe une usine qui va polluer toute la région. Ils ne se posent même pas la question une seconde. Je vous dis, c'est un système, encore une fois, où le peuple n'existe pas. Donc, ce ne sont pas des problèmes. Et d'ailleurs, on verra bien après, ceux qui feront, après les réformes, qui seront les agents des années noires, ce sont les anciens PDG qui auraient été renvoyés par les réformes à un moment donné, qui vont revenir pour faire la nouvelle politique d'éradication. Voilà à peu près, pour moi, la politique de Boumediene, c'est ça. Donnez-moi, comme société publique m'appartenant, le maximum d'investissement. Et avec les plans, comme vous les appelez, les plans régionaux, dans chaque ville, il avait 10 usines. 10 usines clés en main, parce que les Algériens ne savaient pas les fabriquer, ni n'ont pas été formés pour les fabriquer. Ces usines ensuite fermées, ou étaient en déficit, et l'inflation a augmenté. Le budget, malgré l'augmentation du prix du pétrole, n'arrivait plus à tenir. Donc, les gens s'endettaient. Et tout ça ne le gênait pas. Ces grands socialistes, ces grands n'étaient pas gênés par l'endettement. Ils s'endettaient régulièrement. Ils obligeaient les banques à s'endetter régulièrement. L'argent, ils le distribuaient sans contrepartie. L'argent n'était pas une contrainte. Non. Et ils n'avaient pas de contrepartie. C'est-à-dire, on le distribuait sans attendre qu'il rapporte quelque chose. Voilà. Bon. Oui, alors il y a cette industrialisation un peu incohérente, un peu désorganisée, ces investissements à fonds perdus, mais il y a aussi la révolution agraire qui bureaucratise le secteur agricole. Et il y a aussi en même temps le lancement d'une sorte de politique de consommation de masse à travers les souq al-fallah. Tout ceci, en quelque sorte, est validé politiquement par l'adoption de la Charte nationale, qui est un moment quand même assez curieux dans l'histoire de l'Algérie en termes d'expression populaire. Alors, il faut différencier la révolution agraire et la Charte nationale. Oui. La révolution agraire viendra après. Mais la Charte nationale est un événement important qui arrive comme Boumediene est arrivé à la phase, je crois, 73-74, discussion du plan international à l'ONU. Je ne sais pas, il avait un nom,
Mais c'était le moment où le tiers-monde allait proposer Le nouvel ordre. un nouvel ordre économique. Et donc, c'est la sortie du gouvernement Boumedienne sur l'international. Et cette sortie sur l'international, qui a des côtés intéressants, dans lesquels on peut rencontrer les Cubains, on peut rencontrer, a des côtés néfastes. Les Occidentaux disent à Boumedienne, mais vous n'avez pas de crédibilité démocratique. Il vous faut quand même, oui, vous êtes un bon président, ça y est, on est d'accord, l'Algérie c'est l'Algérie, et puis ça va, vous réussissez à stabiliser le pays. Mais vous devez avoir une vision démocratique de votre politique. Et il est rentré avec l'idée de la charte nationale qui allait permettre en réalité d'élire un président. Parce qu'il fallait qu'il soit élu. Et il n'avait pas de formule pour être élu. Il avait fait le coup d'État, mais enfin, au bout de 8 ans, il fallait donner une explication pour être élu. Et c'est le moment où il a trouvé la charte nationale pour dire, vous voyez, on fait une charte, et il découle de cette charte une vision politique à long terme qui veut qu'il y ait un nouveau président. Voilà, l'idée générale, elle s'arrête là. Et c'est même à cette époque, pour ceux qui se rappellent, où Giscard d'Estaing arrive en Algérie, en tant que président, où il sera offrir un burnous, tout le monde s'en souvient. Et donc où il y a ce rapport international, qui en même temps est celui du nouvel ordre économique, qui était intéressant, hein, parce qu'il y avait tout le tiers-monde, toute l'Amérique latine qui se battait là-dessus, et en même temps un salam alek aux colonialistes, pour dire, regardez, je vous ressemble, je vais avoir un président élu. Voilà en gros la charte nationale. Ouais. Ça, c'est la charte nationale, j'espère que si on peut revenir, on revient là-dessus. Oui, ben, en fait, voilà. Par contre, la révolution agraire, c'est autre chose. La révolution agraire, elle a commencé avec Boumedienne qui a dit « J'habille et je loge les paysans pauvres ». Ça a été les 1000 villages. Et tout le monde sait que les 1000 villages, c'est comme une idée centrale du plan de Constantine et une idée centrale de la colonisation, qui a été reprise dans les mêmes termes. Ça n'a rien donné, évidemment. Et c'est là où vient l'idée de révolution agraire, qui ne vient pas, d'ailleurs, du régime. Elle vient de quelqu'un du plan. Je ne fais pas de la publicité pour le plan. Elle vient de Houhat, qui à l'époque a été nommé comme conseiller de Boumedienne et qui lui a dit il faut faire la révolution agraire. On ne peut pas continuer comme avant. Et c'est là où est venue cette idée qui, comme d'habitude, l'idée vient, mais après, le système la refuse. Après, on l'a donnée au ministre de l'Agriculture de l'époque, voilà, pour la gérer, et ça n'a pas marché. Bien sûr, ça a été stérilisé. Voilà, ça n'a pas marché, il a fallu attendre que les réformes viennent, mais c'est une autre question. C'est une autre question. Voilà. Et cette politique aussi commerciale qui est liée à la nationalisation du commerce extérieur, cette politique de souk al-fallah, de distribution... C'est quand on a nationalisé les usines, il fallait acheter les produits pour les usines. Il fallait donc des monopoles commerciaux pour acheter les usines. Et les gens se partageaient le pouvoir. C'est toute une bureaucratie du système. Toi, tu as eu les usines, moi j'aurai le commerce. C'est comme ça que est venu le commerce extérieur. C'était... tous sont morts. L'Ayachi Yaker, je ne veux pas dire du mal ou du bien, qui a dit, moi aussi, lui, il a combien? Il a 15 usines, et bien moi, je vais avoir 10 monopoles. Mais ce n'est pas l'idée qui est mauvaise. On crée 10 monopoles, mais c'est-à-dire dans un système où c'est totalitaire, où c'est les militaires qui commandent. Ça veut dire qu'on leur a donné l'autorisation d'acheter et de vendre. C'est ça. L'idée, c'est que quand on crée un monopole, on désigne un corrompu, un mafieux à la tête du monopole. Et
plus on crée de monopoles, plus on crée de mafieux. Bien sûr. Donc pour vous, la matrice de la corruption algérienne, qui va connaître des fortunes colossales plus tard, la matrice elle vient de là, de la nationalisation du commerce extérieur. Ah oui, du monopole, Là, bien voilà, sûr, oui, absolument. bien sûr. Voilà, c'est Du là- monopole. Écoutez, vous créez un monopole, le lendemain, d'ailleurs, ça se discute ces semaines, vous devez acheter des céréales. Les Français vont vous dire, je vous vends mes céréales, je suis quand même votre ami. Et puis vous voulez acheter des voitures. Les gens viendront vous dire, mais c'est lui qui achète les voitures, qui achète les céréales, peut gagner de l'argent. Il n'a aucun intérêt, lui, à travailler pour nous. Et tout ceci est rendu possible par la rente pétrolière, en fait. Alors, oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du pétrole, c'est que ce pays-là, qui est construit sur ce système autoritarisme et économie en même temps, il fait fonctionner les deux en même temps, ne peut fonctionner que s'il a de l'argent, que s'il a un budget. Et je pense que, je l'ai dit souvent, le malheur de ce pays, c'est qu'il a eu des budgets. 91, je parlais de 71, 72, le premier choc, c'est parce que le prix a augmenté à 10 $. Ensuite, le prix a augmenté à 19 $. Ensuite, il a augmenté à 26 $. On le verra, même au moment où il a augmenté à tel point qu'on n'avait plus de dette. Mais il y a toujours de l'argent. Il n'y a pas un moment où il n'y a plus d'argent. À ce moment-là, il y a peut-être une autre négociation. Ici, il n'y a pas de négociation possible, ce système a de l'argent. Donc il peut fonctionner encore, il peut donner à l'économie et garder le pouvoir. Il n'a pas besoin d'entrepreneurs, il n'a pas besoin de syndicats, il n'a pas besoin de travailleurs. Non. Il a juste besoin d'une caisse de Oui, répartition. Oui, jusqu'à dire, écoutez, je paye les retraites, je paye la sécurité sociale. Il n'a même pas besoin de gens qui payent. Qui cotisent, oui. Qui cotisent, il n'a pas besoin. Donc arrive la fin de Boumedienne. Arrive la fin de Boumedienne. Bien sûr, nous, on était déjà écartés depuis longtemps. Donc arrive cette fin, tristement, dans un milieu où les gens, sachant qu'il allait mourir, s'entretuaient, se divisaient, cherchaient des places. C'était l'OFLN ailleurs. Donc Boumedienne meurt. Chadli est nommé par des militaires. On est à la maison, hein, c'est un moment où, en réalité, le plan n'existait plus. Brahimi est arrivé, que je connaissais personnellement, hein, puisqu'il était de mon quartier, et que je l'ai vu même monter au maquis, donc il y avait de notre part une certaine confiance. On lui a présenté ce que c'était le plan, mais ça ne l'a pas du tout intéressé, au contraire. Il y a eu une période de 3 ou 4 années où il a chassé carrément tous les cadres du plan. Nous, on était dans la rue, c'était pas très grave. Et puis, on le savait dans la rue qu'il n'y avait plus d'argent, que les banques étaient bloquées, que les coûts devenaient très élevés et que les pénuries reprenaient. Chadli, il y a une seule idée qui vient de la réalité. Qu'est-ce que c'est que ces déficits? Qu'est-ce que c'est que ces usines? Essayer de me rendre... je me souviens de ses premiers discours. Essayer de faire en sorte que les camions soient propres. Parce qu'on avait importé beaucoup de voitures, de camions, de bus. Et puis essayer que les usines soient moins déficitaires. Nous, on a été écartés. De toute façon, on n'était pas dans les affaires. Abdelhamid Brahimi est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, Rabbi Henni Mskin. Mais pour lui, une manière de régler les problèmes de Boumedienne, c'était de régler la pénurie. Il commence par la fin. Il commence par régler la pénurie avant de régler le problème des usines et des fermes. Il laisse les usines telles quelles et il dit « importez ce que vous voulez ». Tout le monde sait, c'est pas la peine de revenir, tout le détournement et toute la corruption que ces histoires-là ont apporté au pays.
le pétrole venait d'augmenter grâce aux Iraniens. Et Nous sommes en 1980. voilà. Et même avec cet argent-là, on n'arrive même pas à rembourser la dette. Mais malgré tout, on importe. On importe tout ce qu'on veut. En important, on se dit on règle le problème. Bon. C'était le slogan du congrès du FLN, je crois, pour une vie meilleure. Je ne sais pas, Oui, j'oublie les noms. oui, pour une vie meilleure en 1980, je crois. C'était le moment où... Du programme anti-pénurie, plan national d'approvisionnement. Voilà, c'était le moment où... Bon, on ne savait pas ce que c'était les usines, on ne savait pas ce que c'était que la production, on ne savait pas ouvrir un débat avec les gens qui travaillaient, parce que c'était ça la réalité, c'est qu'au moins d'appeler les gens qui travaillaient dans l'usine pour dire qu'est-ce qui se passe chez vous. Tout ça était exclu. On s'est mis à découper des usines en morceaux. C'était la restructuration. Voilà. Les gens étaient très heureux. Au lieu d'avoir un PDG, ils ont 100 PDG. Voilà. Et tout le monde était content. Et, la restructuration des entreprises. et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Bah, ça a duré quelques années. Voilà, nous, on était dehors. Oui. Et en 85, on nous appelle brusquement. Tout simplement parce que la dette avait atteint un point où il n'y avait plus de retour. On leur a dit, maintenant c'est fini, ça je me souviens, il faut négocier avec le FMI, il faut régler le problème de la dette, et on n'a plus confiance en Brahimi, en gros.